Chers amateurs de véhicules passionnants mais navrants, bonjour. Vous avez suivi les 2 précédents épisodes? Parfait. Pour ceux qui auraient quand même des soucis de mémoire, on avait encore franchi un cap symbolique puisqu'on avait réussi à rouler avec, pour quelques centaines de mètres, et j'avais découvert un problème qui interdisait toute tentative d'aller plus loin avec, ce qui n'était pas tolérable, même pour une vieille Maserati. Alors on retrousse ses manches, on enlève ses chaussures, et à plat ventre. Donc pour pouvoir enlever cette crémaillère, il n'y a pas grand chose à faire sur cette voiture, heureusement. Donc celle-ci, elle inaugurait... Non, elle inaugurait pas du tout en fait. Il y a eu quelques modèles avant qui l'ont exploité. Donc à partir de la 222, Maserati a mis en œuvre ce qu'on appelait une géométrie active. Et en fait ça permettait d'avoir une géométrie optimale, quels que soient les mouvements de la caisse. Et ça passait par ce genre de montage où en fait la biellette de direction ici n'est pas connectée directement à la crémaillère, mais il y a des bras de renvoi. Et donc c'est sur l'un des bras de renvoi. Et donc c'est sur l'un de ces bras de renvoi qu'on a la fixation de crémaillère qu'on va devoir retirer. Donc de chaque côté on en a un comme ça. Ensuite, bon, il y a les canalisations de direction assistée que j'ai déjà défaites. Et bon, de toute façon il y a déjà plus beaucoup d'huile dedans vu que ça fuit à mort. Là, elles sont là les deux. À l'intérieur, évidemment, on a le lien avec la colonne de direction via ce cardan. Et j'espère qu'après, on n'a plus que les 2 fixations qu'on voit en dessous sur le berceau. Voilà, on en a une là, une là. Probablement la dépose de crémaillère la plus facile qu'on puisse imaginer. En moins d'une demi-heure, c'est plié. Malgré son aspect un peu éreinté, elle s'est pas débattue. Je vais commencer à la désassembler pour essayer de voir ce qui fuit. Première chose à faire ici, virer les 2 rotules de direction pour pouvoir enlever les soufflets. Bon, elles avaient pas très envie de prendre leur retraite. Et celle-là a encore moins envie, on dirait. À certains endroits, il y a une bonne mayonnaise confirmant les suspicions d'un mélange avec de la flotte précédemment. Un peu d'asticage pour se faire du bien au moral et éventuellement pour rendre la crémaillère moins glissante. À mon avis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est pas tant la crémaillère qui fuit que le réservoir de direction assistée qui prend l'eau. J'avais déjà vu ce truc là et depuis j'ai mis un gant en caoutchouc sur le bouchon, mais il y a un petit trou de mise à l'air dedans. Et ce qui est marrant, c'est que chez Maserati ils ont eu la bonne idée de mettre les prises NACA, enfin de les laisser plutôt juste au dessus. Donc en fait l'eau coule directement dans le trou du bouchon du vase de direction assistée, et ben l'eau dans l'huile, voilà, ça donne un mélange pas terrible et surtout encore plus liquide que ce que devrait être le liquide de direction assistée. Donc ça fuit. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas que ça quand même, hein.
Avec le pignon de la colonne de direction sorti, on peut déjà penser que le souci d'étanchéité ne vient pas de là. Il semble pas en trop mauvais état. Vu l'ampleur de la fuite, ça doit venir d'ailleurs. Pour la suite, j'ai confié le tout à un spécialiste de l'hydraulique. Il va continuer le démontage et me dire si on peut faire quelque chose de cette crémaillère. En attendant, on peut s'occuper d'autres points plus ou moins importants. Étape majeure franchie dans la restauration de la Maserati. J'ai fini par changer les verres de coffre. Ça fera beaucoup de bien à mon crâne. Et là, on va s'attaquer au frein arrière qui continue à gripper assez fort. Je vais pas seulement essayer de repousser entièrement le piston, je vais essayer aussi de remplacer les flexibles de frein. Et bon, bah, évidemment, j'ai pas été acheter ça en concession chez Maserati. J'ai fait ce que j'aime faire, c'est-à-dire chercher par-ci par-là des informations sur la longueur, le type de flexible, l'origine des étriers de frein. Et donc là, il y a avant-arrière normalement, mais je vais déjà m'occuper des arrières, c'est le plus urgent. En espérant que ça se monte. Il y a l'adaptateur pour déposer les centres de roues ici. Voilà, c'est cet outil avec un machin excentré là. Normalement ça doit faire le job. Je pense qu'il vaut mieux éviter de le perdre celui-là. Donc je vais tout de suite le remettre à sa place. Non, pas dur. Je m'attendais pas à ça. Pas des flexibles, c'est des canalisations. Le flexible arrive bien après. Ouais, il est grippé, hein. La petite douche de liquide de frein, c'est toujours agréable. Ouais, c'était grippé, ouais. J'ai quand même commandé des pièces qui devraient me permettre de remettre à neuf les étriers double piston arrière s'ils continuent à poser problème. Au final, les flexibles que j'ai trouvés se montent sans souci. Ils sont juste un poil plus longs sans que ça gêne, heureusement. Mais je pourrais en trouver d'autres d'une marque plus digne de confiance et mieux dimensionnée, un peu plus tard. Encore une étape essentielle dans la restauration de cette Maserati. Le remplacement de rien du tout en fait, l'installation de l'autoradio. Et surtout la transformation du faisceau en ISO. Parce que bon, voilà, c'est du haut de gamme, hein. Go, multimètre. En tout cas chez Alpine on avait encore quelques soucis avec les traductions et les notices. Les lettres sont toutes là mais elles sont pas dans le bon ordre on dirait. Au final le poste Alpine n'a pas fonctionné et le poste Grundig que j'ai installé après ne fonctionne plus. Bon on verra plus tard. A priori on n'a plus de soucis électriques de ce côté donc bon, peut-être temporairement. Mais je vais quand même pouvoir remonter la boîte à gants. Après cette incroyable opération, je vous rafraîchis la mémoire pour passer au sujet suivant. Je vous repasse un extrait du premier tour avec la voiture. Le moteur était plutôt lymphatique. Le manque de couple à bas régime a été résolu par la réparation du boîtier papillon qui était tordu, mais restait qu'elle ne semblait procurer quasiment aucune poussée de suralimentation. D'ailleurs, on aperçoit le manomètre qui reste timidement dans la zone neutre. Donc j'ai cherché un coupable. Apparemment ce truc-là peut foutre un sacré bordel lorsque il est plus étanche et ça arrive régulièrement. Ça coûte à peu près 80 €, donc
Tant que c'est disponible, je me suis empressé d'en acheter. Ce machin qu'on appelle parfois le SEM, c'est une électrovanne qui permet au calculateur dédié au contrôle de la pression turbo de justement contrôler la pression délivrée par les turbos en agissant sur les dépressions des wastegates. Si vous n'êtes pas familier avec les circuits de suralimentation, les wastegates ce sont les soupapes de surpression qui vont permettre aux turbines de ne pas s'emballer au-delà de ce que le constructeur a décidé. Quand Monsieur Blé rajoute un ou plusieurs robinets, il cherche donc à court-circuiter leur fonctionnement pour que la turbine puisse tourner plus vite, quelles que soient ses convictions politiques ou religieuses. A priori, il y a une sorte de restriction à récupérer sur la pièce là, à mettre sur l'autre. Parce qu'en fait, je l'ai acheté comme une pièce qui se monte sur 944. Le seul moment où on souhaite que les pièces soient HS, c'est lorsqu'on la démonte pour remplacer par une neuve. Quand ça arrive, et c'est plutôt rare finalement, c'est toujours une satisfaction. Il s'est écoulé quelques semaines depuis que j'ai démonté la crémaillère et ça s'est pas tout à fait passé comme... Enfin si, en fait ça s'est passé comme prévu. C'est-à-dire que ça s'est pas passé comme prévu. Et donc je suis allé déposer la crémaillère que j'ai démontée de cette voiture chez quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui l'a dépioté plus que moi. Donc il a sorti le vérin et en fait il est mort. Voilà, c'est pourri de rouille dedans. Encore un coup de nos amis italiens qui ont fait les vents sous la prise d'air. Via le forum Maseratitude, qui est bien axé biturbo, j'ai pu trouver quelqu'un qui vend des pièces et j'ai trouvé une crémaillère de remplacement en espérant qu'elle soit en meilleur état que la mienne. Je vais essayer de l'installer aujourd'hui. Je la confie pas tout de suite à ma connaissance qui fait de l'hydraulique parce que j'ai dans l'idéal besoin de la déplacer maintenant. Bon, je vais vous la montrer, mais elle est encore plus crade que celle que j'ai démontée de la voiture. Et les soufflets sont encore plus morts que ceux que j'ai déposés. Mais bon, si elle fuit pas, ou en tout cas beaucoup moins que celle que j'ai enlevée, et surtout qu'on peut le refaire à neuf, ça sera déjà pas mal. Étant donné que les soufflets d'origine pour ces crémaillères se vendent 150 €, j'ai acheté des universels, et en fait ils font plutôt bien le job. Elle fait déjà un peu moins pitié une fois nettoyée et soufflé changé. Maintenant on va essayer de purger le circuit. C'est pas une blague, hein, c'est pas le même extrait que je passe en boucle. Je sais pas pourquoi, elle a pas voulu démarrer plusieurs fois de suite et puis soudainement... Jusque-là, ça fuyait pas, mais si ça se peut, les soufflets sont en train de se remplir d'huile en fait. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de suintement ni de goutte de direction assistée.
freine. Je crois que les étriers arrière ils grippent plus. J'ai l'impression que là elle lâche complètement la voiture, donc c'est plutôt bien. Parce que le pire qu'on puisse avoir, un des pires trucs qu'on puisse avoir lorsqu'on ramène la voiture, c'est des freins qui grippent. Parce que c'est pas un phénomène qui va en s'arrangeant avec les kilomètres en général. Ça y est, la caisse à l'écheveau. Je sais pas si ça s'est senti à la caméra, mais j'ai mis du gaz et on a tout de suite obtenu des performances très différentes de ce qu'on avait auparavant. J'y croyais pas trop. Ah oui. En tout cas, la caisse est vraiment bien coupleuse maintenant. Ah oui, c'est violent. C'est carrément autre chose, c'est une autre bagnole que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Et ça fait plaisir. Grosse avancée pour peu de travail finalement. Donc je pense qu'on va pouvoir tenter le coup. Bon, comme prévu, avant de partir faire quelques kilomètres pour la rapatrier, il faut quand même vérifier qu'il y ait du liquide dans le différentiel. Donc bon, moi j'ai vu que c'était assez accessible, il me semble que j'ai tout ce qu'il faut. Le seul truc qui va être un peu long si il manque pas mal de fluide, c'est que j'ai que ça là avec moi pour mettre du liquide dedans. D'ailleurs c'est pas forcément l'huile qu'il faudrait, mais pour un petit trajet il vaut mieux avoir une norme pas tout à fait adaptée plutôt que pas d'huile du tout. Si, ça va. J'ai eu un doute. Des trucs très très pertinents. Très intéressant. Malgré tout, je sens aucune vocation de médecin montée en moi. Niveau max, c'est bon. Le niveau était déjà bon, ce que j'ai mis c'est juste parce que la bagnole est penchée. Bon, en soi, trop d'huile là-dedans ça n'existe pas vraiment quoi. Faisceau de la pompe à essence, je suis pas convaincu par le cheminement parce que là il est clairement en train de frotter contre le cardan. Là ça devrait être mieux. Si je vous disais qu'il n'y a pas une sac, enfin c'est plus une pointe de stress là. C'est... Ouais, je suis stressé. C'est vrai que pour le premier vrai trajet de la voiture, je suis un peu gourmand, mais bon. Faut se lancer à un moment. Comprenez qu'à ce stade, j'avais jamais vraiment fait plus de 2 ou 3 km d'affilée. Évidemment tout se passe bien. Vu que les aiguilles sont tordues quasiment au point de toucher la vitre du combiné d'instruments, c'est difficile de savoir précisément à quelle vitesse je roule. À 40 km/h près, je sais. En tout cas, c'est pas très agréable. Je vais mettre le réglage de suspension au plus mou. Je suis pas sûr que ça change grand chose ces trucs là, mais c'est possible qu'en fait en plus du différentiel les pneus fassent beaucoup de bruit finalement.
assez probable, hein, parce qu'ils sont vieux mais pas très usés. Donc ouais, possible. Il y a un truc que je vais éviter de faire sur le trajet, en tout cas, c'est d'utiliser le frein moteur pour éviter de mettre en contrainte le différentiel, parce que j'ai vu que c'était dans ces conditions-là qu'il semblait le moins apprécié. Au niveau de la colonne de direction qui a tendance à accrocher un peu quand je tourne légèrement à gauche. Je pense qu'il y a un des pignons qui apprécie pas que la bague de centrage de la colonne soit pétée et bon, c'est pas dangereux heureusement, mais c'est un peu pénible. Je vais surveiller la température d'eau, mais je suis assez confiant là-dessus. La jauge à essence c'est en dessous de 0. Ce serait con de tomber en panne d'essence là. En principe j'ai mis presque 20 litres je crois. Normalement ça doit largement le faire. Alors sur cette caisse il y a un truc sur lequel il ne faut pas plaisanter. C'est la garde au sol, et plus précisément celle du carter d'huile. Parce qu'on a les ralentisseurs là, pile poil au centre là, en forme de carré. Et ben il vaut mieux mettre une roue dessus pour éviter de faire passer le dodane au centre de la bagnole, parce que là il y a de gros risques qu'il puisse toucher. Je pense qu'il y a beaucoup de moteurs de biturbo qui ont fini leur vie comme ça, juste après un dodane. C'est quand même vraiment dommage. Il faudra que je pense quand même à m'attaquer soit à un para, soit au centrage du volant. Le para m'a pas l'air mauvais honnêtement, ça tire un tout petit peu à droite mais on doit être pas mal. J'essaye de me rappeler quand même de temps en temps que la bagnole, il n'y a pas si longtemps que ça, là en début d'année, elle était encore dans un encart très loin de pouvoir rouler. On a parcouru du chemin quand même, même si globalement, pour une fois, tout semble se passer plutôt bien. La température d'eau a l'air de se stabiliser plus ou moins dans les environs des 70 degrés, ce qui est bien. Ça me va. On dirait que la boîte de vitesse aime beaucoup être traitée avec respect, donc il vaut mieux essayer de synchroniser les vitesses moteur à chaque passage de rapport. Una vera macchina italiana. Si tratta con rispetto. Peut-être que j'ai déjà perdu la moitié des fluides de la bagnole, je sais pas. C'est difficile à dire. Le rétroviseur électrique fonctionne. J'ai pas été très attentif au freinage arrière, mais ça grippe un tout petit peu. Alors c'est vraiment léger parce que j'ai pas l'impression que ça la ralentisse violemment. J'ai donc bon espoir. Bon, avec ce petit passage en ville qu'on vient de faire, elle a très légèrement augmenté en température. On est dans les 80 degrés, ça reste quand même respectable. Pas de drift, dit. Pas de drift, c'est trop tôt. Bon, c'est bien, après ce trajet, comme les bougies sont neuves, on va pouvoir regarder la couleur. Ça nous mettra sur la piste pour régler le régulateur de pression de carburant. Bon, la température est redescendue à 70, donc c'est impeccable. J'ai un thermostat neuf, mais j'ai même pas envie de le monter du coup. La bagnole est pas loin de pouvoir passer un contrôle technique, hein, je pense. Là, j'essaye de repenser à dans quel état est la bagnole, à part le truc qui accroche à la colonne de direction que je vais devoir résoudre. Le reste, je pense que ça va. Il faudra quand même que je vois les branchements liés à la jauge, parce que quand j'ai déposé le réservoir, elle m'avait l'air d'être en bon état, mais c'est con, j'ai pas pris le temps de la tester. J'ai peut-être juste mal rebranché l'ensemble en fait. Là en position 4, je crois que c'est la plus dure. Ça m'a l'air plus dur effectivement.
ou alors c'est dans ma tête. En fait, ça se peut, ce truc-là a une fonction purement psychologique. Ça fait rien du tout. Pour ceux qui aiment les voitures italiennes, vous suivez logiquement cette série, donc vous devriez être content. Dans les mois à venir, on n'en aura pas fini avec les voitures au drapeau vert, blanc, rouge. J'ai remis en état les interrupteurs des sièges électriques, ça fonctionne. L'ergonomie est toujours aussi discutable évidemment, mais ça fonctionne. Et la voiture n'a pas encore pris feu, ce qui est un exploit. À 2000 tours minute, je suis à 5 bars de pression d'huile, c'est-à-dire le maximum. En fait, je crois qu'il y a... peu importe le régime, à moteur arrêté, je suis toujours à 5 bars. On verra tout à l'heure, lorsque l'huile sera bien chaude, on sera arrivé au ralenti si ça varie un petit peu. Peut-être qu'elle va réussir à me faire mentir et que on va retrouver foi dans les instruments italiens. À ce stade, on n'est pas très loin de l'arrivée, honnêtement, et il y a un truc qui m'étonne vraiment, c'est que j'ai découvert aucun détail néfaste sur la bagnole depuis qu'on est parti. Rien de nouveau. Et il n'y avait pas grand chose, honnêtement. Alors, à part le différentiel ou les pneus, je sais pas, qui font du bruit, la direction pas centrée, mais j'ai rien d'autre à remarquer là. Et ça m'est pas arrivé souvent. C'est pas bon pour le suspense de la vidéo. Je vais arrêter de faire le con parce que d'ici une seconde ou deux, je vais avoir un énorme panache de fumée qui va sortir du capot, donc ouais, je vais arrêter de faire le malin. Il y a un truc pour le CT qui passerait pas. J'ai regardé derrière, j'ai levé la bagnole pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite de carburant au niveau de ce que j'ai changé là. Dans les environs de la pompe à essence, et j'ai vu, plutôt j'ai entendu, parce que le moteur était tournant, qu'il y avait une belle fuite sur le silencieux arrière gauche et une future grosse fuite à l'arrière droit. Donc je me félicite d'avoir acheté 2 silencieux quasiment neufs pour cette bagnole. C'est même un cadeau de quelqu'un qui est abonné à la chaîne. C'est Clément, le propriétaire de la 222 rouge que vous avez vu au début de l'épisode 1. J'ai voulu lui le rembourser, il n'a pas voulu. Donc je lui en dois une. Ou plutôt je lui en dois 2. Comme il y a 2 turbos sur cette caisse, dans tous les cas, même sans échappement, ça fera pas énormément de bruit. Donc je me dis que on pourrait peut-être découper assez grossièrement la tôle du dessous des silencieux à l'arrière et les vider, sachant qu'on aura toujours 2 autres silencieux de rechange qui sont neufs. On peut s'amuser un petit peu, non? Parce que pour l'instant le son assez sympa de l'échappement, je pense qu'on le doit à 90% au fait qu'ils soient troués tous les deux. Allez, on est à 5 minutes de l'arrivée là. Tiens bon, poulette. Il y a un seul truc qui se reflète dans le pare-brise, c'est le manomètre du turbo. Donc on peut surveiller la pression de turbo en regardant directement devant soi. Je préfère penser que c'est le génie de l'ingénierie italien, ça. Avant même d'avoir des dispositifs tête haute, là les HUD, voilà. Maserati avait solutionné le problème. Le reflet de l'instrument dans le pare-brise. Ah, la pression d'huile fonctionne en fait. Putain. 2,5 bar au ralenti. Ce qui est excellent. Elle tourne comme une horloge. Allez, on se fait un petit plaisir quand même avant d'arriver. Oh, les beaux pneus carrés qu'on a.
dire que on y est arrivé. Et dernière bonne surprise pour clore ce trajet, absolument rien ne semble suinter ou fuir de la voiture. Je crois pouvoir affirmer qu'on est décidément tombé sur un exemplaire très coopératif. Ces bagnoles n'ont pas grand chose en commun sinon d'avoir 4 portes chacune. Et un moteur en V avec un peu trop de cylindres. Bon, ma prochaine étape, essayer de l'immatriculer et donc passer un contrôle technique. Faut que je rapatrie les silencieux, là j'ai pas pu le faire, c'est un peu trop long pour la contenance du coffre. En attendant, sur cette note positive, la voiture ne s'est pas consumée, n'a pas fui et est arrivée à bon port. Je vous dis à bientôt avec celle-là ou une autre. Ciao.